Heureuse de vous retrouver pour ce jour, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous sur Hosanna TV Monde, votre chaîne préférée. D'ailleurs, nous allons faire tout de suite le point de l'actualité. Vous faites bien d'être scotché devant vos petits postes récepteurs. Démarrons tout de suite ce journal par ces titres. Côte d'Ivoire, décès à Abidjan du général de brigade Akissi Kwame. Les détails vous seront donnés, bien évidemment, dans ce journal. Toujours en Côte d'Ivoire, accident de la route, une fourgonnette renverse des livreurs à Abidjan, à Cocody. Et puis ailleurs dans le monde, la contestation en Russie contre la mobilisation militaire en Ukraine. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à ce journal. La première femme générale de brigade de l'armée ivoirienne, Akissi Kwame, est décédée ce jeudi 29 septembre 2022. A-t-on appris, bien évidemment, des sources de proches de la famille. L'information a été confirmée par la Commission nationale des doyens qui affirme avoir appris la nouvelle des parents de la défunte. Triste nouvelle pour l'armée ivoirienne. Le médecin général de brigade, Akissi Kwame, première femme générale de l'armée de Côte d'Ivoire, est décédée à Abidjan, apprend Coassi ce jeudi 29 septembre 2022 de ses proches. La générale avait été célébrée du 16 au 19 décembre 2021 par la Commission nationale d'hommage aux doyens, CNEHD, à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody devant des officiers supérieurs, des officiers, des sous-officiers de l'armée, des parents, amis, invités et connaissances qui lui ont témoigné leur reconnaissance, au premier rang, la reine-mère, Nanan Aboulé III. Quelque temps après cette cérémonie, Akissi Kwame, frappée par une maladie, s'est retranchée, comme confié par une de ses proches. Je viens d'apprendre la nouvelle, je n'ai pas les mots et je suis touché. Je digère la nouvelle difficilement, généralement, c'est quelqu'un quand elle a mal, elle se retire pour prier. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, pour l'instant, je suis en train de faire mon deuil, a confié Adel Kouassi, nièce de la générale. En Guinée, le procès de massacre du 28 septembre 2009 doit s'ouvrir mercredi. Des militaires avaient tué au moins 150 personnes et violé 109 femmes lors d'un rassemblement de l'opposition dans le stade de Conakry. L'ex-dictateur guinéen Moussa Dadis Camara et plusieurs accusés ont été envoyés en prison avant leur jugement. Regardez. Les inculpés Moussa Dadis Camara et 5 autres ont été envoyés à la prison centrale de Conakry. Ils étaient tous convoqués par la justice guinéenne aujourd'hui à partir de 12h. Ils sont arrivés entre 12h et 14h. Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte militaire, était aussi parmi ceux qui sont arrivés. Il est venu dans son véhicule noir. On n'a pas pu le voir parce que dès qu'il arrivait, avant qu'il ne descende de la voiture, la sécurité a demandé à tous les journalistes de quitter la cour. Et les journalistes ont été, Moussa Dadis est descendu. À sa sortie, nous avons vu un cortège de véhicules sortir en direction de la prison centrale avec des armes une forte sécurité. L'avocat de Dadis que nous avons rencontré à la sortie du tribunal nous a confirmé réellement Dadis Camara et les 5 autres inculpés ont été conduits à la maison centrale de Conakry. Pour son avocat, c'est une arrestation injuste. Pour lui, il ne fallait pas arrêter les inculpés à la veille du procès des massacres du 28 septembre 2009. Et puis depuis l'annonce d'une mobilisation militaire partielle des réservistes en Russie, le 21 septembre, des dizaines de millions d'hommes russes en âge de combattre ont fui à l'étranger, en particulier dans les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale et du Caucase. Un homme vient de tirer à l'intérieur d'un centre de recrutement à Irkoutsk, en Sibérie. L'assaillant est ensuite exhibé par les forces de l'ordre. C'est une des nombreuses attaques contre ces lieux symboliques de la mobilisation décrétée par Vladimir Poutine. À l'image de cet autre centre, à Oryupinsk, attaqué avant-hier. Tous les jours, ou presque, des Russes protestent dans la rue, comme ici dans le nord-est du pays, au risque de se faire embarquer par la police. Voici tous les lieux où des manifestations ont eu lieu en Russie depuis jeudi dernier. Et là, toutes les attaques recensées contre les bâtiments administratifs, une contestation sans précédent.
On est bien loin de la mobilisation rêvée par le Kremlin, à l'image de ces vidéos diffusées par le ministère de la Défense, où tout se passe en bon ordre, où des primes sont promises aux soldats et où des naturalisations sont offertes aux étrangers qui s'engagent pour la Russie. Voici ce qui circule sur les réseaux sociaux, diffusé par un média interdit en Russie. On y voit des soldats entassés dans des baraquements. Vous avez des sacs de couchage pour nous ? Non, c'est vous qui les amenez. Nous allons vous donner des uniformes et des armes, c'est tout, rien de plus. Des vidéos qui s'ajoutent à celles de cet exode massif aux frontières du pays, notamment vers la Géorgie, des kilomètres de bouchons, des hommes qui ne veulent pas faire la guerre. À Moscou, certains osent exprimer leur exaspération. Les militaires ont tout raté. Nos gars dans le Donbass vont-ils laisser leur vie ? C'est un bordel complet dans le pays, dans tous les secteurs d'activité. Et dans l'armée, on voit bien que le système ne fonctionne pas du tout. Tout est à l'abandon. Embarrassé, acculé après cette semaine cauchemardesque, le Kremlin a reconnu hier des erreurs dans cette mobilisation militaire, les imputant à l'administration. Nous restons toujours en Russie. Les arrivées des Russes en Géorgie ont presque doublé, près de 10 000 par jour, après l'annonce de la mobilisation partielle, selon le ministère géorgien. En Russie, la mobilisation partielle se poursuit. Moscou souhaite recruter 300 000 réservistes pour renforcer l'armée en Ukraine. Une mobilisation qui suscite des critiques liées au manque d'armes et au niveau de formation trop insuffisant pour envoyer les soldats au front. Selon les experts, plusieurs mois sont nécessaires pour former des militaires capables de se déployer sur des théâtres d'opération. Ce mardi, le ministre russe de la Défense en personne a supervisé des entraînements dans un centre militaire près de Moscou. Fidèle du Kremlin, le patriarche Kirill a appelé à une mobilisation spirituelle en proclamant que les péchés des hommes qui mourront en Ukraine seront pardonnés et en n'hésitant pas à comparer leur mort sacrificielle à celle de Jésus. Cette mobilisation a suscité une forte contestation dans les rues du pays. Environ 2400 personnes ont été arrêtées jusqu'à présent. Nous sommes profondément troublés par le grand nombre de personnes arrêtées en Russie pour avoir protesté contre la mobilisation partielle des troupes dans le cadre du conflit armé en Ukraine, explique cette porte-parole de l'Agence des droits de l'homme de l'ONU. Cette mobilisation a aussi conduit à un exode massif vers les pays frontaliers. Quelques 100 000 personnes sont arrivées au Kazakhstan, plus de 60 000 sont entrées dans l'Union européenne la semaine dernière. Des dizaines de milliers ont fui en Mongolie et environ 10 000 entrent chaque jour en Géorgie. Nous avons quitté Vladikavkaz hier à 15 h. Nous avons acheté des vélos et avons atteint la frontière géorgienne de cette façon. Nous étions dans une file d'attente et puis aujourd'hui nous avons réussi à passer la frontière à 11 h. Notre voiture est tombée en panne à 100 mètres d'ici et nous étions coincés, moi, mes 2 enfants, 2 chats et 2 chiens. Mais il y a toujours des gens bien, c'est pourquoi nous avons réussi à passer. La Russie n'a pas fermé ses frontières et affirme qu'elle ne prévoit pas de demander aux gouvernements étrangers d'extrader ses ressortissants ayant fui le pays afin d'échapper à la mobilisation pour combattre en Ukraine. Dans les 4 régions ukrainiennes sous contrôle russe, les résultats du référendum d'annexion à la Russie sont nord-coréens. La commission électorale russe a affirmé que le oui remportait entre 97 et 98% des suffrages après dépouillement de 20 à 27% des votes. Да, обязательно изменится, оно уже изменилось. Столько к нам приехали из Санкт-Петербурга, с Москвы, отстраивают наши города, и мы чувствуем поддержку. Мы всегда чувствовали. Ну, я надеюсь, мы только на положительное, что оно изменится, что наконец-то наступит какой-то мир, как да, стабильность для обычных граждан, для обычных рабочего человека.
именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится. Все это во главе угла находится и является центром внимания всего нашего общества, всей страны. України проти України, а головне, ці дії, ці рішення Путіна не матимуть жодного впливу на політику, дипломатію і дії України на полі бою. We and many other countries have already been crystal clear. We will not, indeed we will never recognize the annexation of Ukrainian territory by Russia. And I've also been equally clear that Ukraine has the absolute right to defend itself throughout its territory, including to take back the territory that has been illegally seized one way or another by Russia. Alors que des fuites ont été repérées sur Nord Stream et qu'un sabotage est soupçonné, les Européens multiplient les initiatives pour tenter de se défaire de leur dépendance aux hydrocarbures russes. La Pologne, le Danemark et le Norvège ont inauguré ce mardi un nouveau gazoduc entre leurs pays. L'Allemagne a signé dimanche un partenariat avec les Émirats arabes unis alors que l'Espagne augmente ses capacités de livraison de gaz à la France. Ces énormes bouillonnements agitent désormais la mer Baltique. En tout, il y en a 3 au large de l'île danoise, de Bornholm. Le plus petit fait 200 mètres de diamètre, le plus grand se déploie sur 1 kilomètre. Des cercles à la surface de l'eau, pour l'instant aussi spectaculaires qu'inexpliqués. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais c'est une situation extraordinaire, c'est une situation inhabituelle. Il y a 3 fuites avec une certaine distance entre elles, c'est pourquoi il est difficile d'imaginer que ce qui se passe est une coïncidence. Car en l'espace de quelques heures, 2 incidents ont touché le pipeline Nord Stream 1. La veille, une autre fuite s'était déclarée, cette fois sur Nord Stream 2. Selon le réseau national sismique suédois, ces fuites sont le fait d'explosions. La source de ces explosions, pour autant que nous puissions en juger, n'a rien de naturel. Si ce sont vraiment des explosions, ce qui est fort probable, alors bien sûr qu'elles sont d'origine humaine. Reste à savoir qui en est à l'origine. Pour Kiev, il ne fait aucun doute. La fuite de gaz à grande échelle de Nord Stream 1 n'est rien de plus qu'une attaque terroriste planifiée par la Russie et un acte d'agression contre l'Union européenne. Les Européens, eux, se montrent plus prudents, tout en retenant la thèse du sabotage. Nous ne connaissons pas encore tous les détails de ce qui s'est passé, mais nous voyons clairement qu'il s'agit d'un acte de sabotage. Un acte qui signifie probablement une nouvelle étape d'escalade de la situation en Ukraine. La question cruciale est qui, si ce n'est pas un accident, a fait cela? Et la question encore plus intrigante est bien sûr, qu'en découle-t-il? Le Kremlin s'est dit extrêmement préoccupé, estimant qu'il ne fallait exclure aucune hypothèse, y compris celle d'un sabotage. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe préoccupe les 27 et les divise. Certains, comme la Hongrie, demandent une reprise des approvisionnements, malgré les sanctions. 10 milliards de mètres cubes de gaz par an. Les premières livraisons sont attendues au 1er octobre. Le gaz sera fourni par le norvégien Equinor pour environ un quart du gaz acheminé. Une autre partie viendra du gaz des gisements de la mer du Nord exploité par le polonais PGNiG. Et puis d'autres accords ont été signés pour le reste des livraisons. L'objectif, réduire la dépendance à la Russie. La Pologne travaille d'ailleurs sur ce sujet depuis des années. En 2015, elle a inauguré un terminal gazier sur la Baltique et ouvert depuis des interconnexions avec ses voisins. Puis déjà, dès 2019, le gouvernement avait annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat avec Gazprom au-delà de 2022. Les livraisons sont de facto coupées depuis que Varsovie a refusé de payer en roubles les livraisons à Moscou. Abu Dhabi et Berlin qui ont signé un accord pour des livraisons de gaz naturel liquéfié et de diesel vers l'Allemagne. Olaf Scholz était en visite dans le Golfe ce week-end pour nouer justement des partenariats énergétiques et remplacer les approvisionnements russes. L'accord prévoit l'exportation
d'une première cargaison de gaz naturel liquéfié vers l'Allemagne à la fin de l'année. La suite, ce sera en 2023. L'accord prévoit aussi la livraison jusqu'à 250 000 tonnes de diesel par mois en 2023. Berlin qui a décidé d'investir dans de nouvelles infrastructures et notamment portuaires pour ne plus dépendre directement, et je cite le chancelier allemand Olaf Scholz, d'un fournisseur spécifique à l'autre bout du pipeline. Il s'est également rendu, Olaf Scholz, au Qatar pour essayer là aussi de former de nouveaux accords. Il y a aussi des gazoducs entre la France et l'Espagne, notamment dans le Pays Basque. Madrid a augmenté les essais d'exportation de gaz vers la France, plus 1,5 milliard de mètres cubes supplémentaires, c'est 18% en plus. En fait, Madrid détient le tiers des capacités de regazéification de l'Europe. En fait, le gaz arrive compressé à Bilbao, il est décompressé sur place, puis exporté vers le reste du pays. C'est l'un aussi des aspects de cette guerre de l'énergie. Et puis à noter aussi l'Espagne qui a approuvé des projets pour augmenter la capacité de chargement des bateaux méthaniers qui envoient du gaz naturel liquéfié de Barcelone vers l'Italie. Enagas également, l'exploitant du réseau gazier en Espagne, prévoit de construire une connexion gazière sous-marine avec l'Italie qui pourrait entrer en service dès 2028 et envoyer de l'hydrogène dans le pays. Retour en Afrique, précisément Côte d'Ivoire, pour parler de cet effroyable accident. À Abidjan, précisément, dans la commune de Cocody, un accident de la route constaté le lundi 27 septembre 2022. Une fourgonnette a renversé des livreurs. Regardez. Une grève qui se transforme en cauchemar. Le lundi 26 septembre 2022 est une date sombre pour les livreurs du district d'Abidjan. 2 d'entre eux ont été victimes d'un accident de la circulation. Les faits se déroulent devant les bureaux de la Sodefort dans la commune de Cocody. Selon les témoignages recueillis, la fourgonnette que vous apercevez est à l'origine de l'incident. Le chauffeur a tenté un dépassement mettant ainsi en mauvais état des motos et un véhicule du type VTC. C'est la voie, normal. Mais le chauffeur de la fourgonnette, là, il a fait une mauvaise conduite. Là, il a voulu faire un dépassement. Là, le dépassement qu'il a fait, là, il a percuté un moto. Donc, le moto est venu me percuter. Donc, ceux qui étaient, il y avait plusieurs motos sur la voie. Donc, ceux qui étaient derrière moi aussi, ils sont venus me percuter par en arrière. Donc, c'est ça l'accident s'est produit. C'est moi qui l'ai raté, c'est moi qui étais devant. Donc, quand lui venait, il voulait faire un dépassement sharp avec la dame. Donc, quand il venait là, il a dévié. Il a raté deuxième. 3 ans qu'il venait là. Il y avait Nyango aussi. Donc, la moto, lui, il ne peut rien faire. Voilà. Donc, si lui, il veut tourner, il va coincer Nyango. Il va aller conseiller, il va coincer la voiture blanche. Donc, il était obligé d'aller tout droit. Mais moi, il a laissé sa route. Il a perdu de conduite, mais il a tué la moto là même. Moi, si c'est une moto qui faisait erreur là, c'est une seule moto, il avait fait accident avec lui. Mais plus de 4 motos. Les pompiers sont intervenus pour secourir les victimes. À Abidjan, le nombre de livreurs à moto a considérablement augmenté ces dernières années. Les usagers de la route sont donc invités au strict respect du code de la route afin d'éviter le pire. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. La production a été l'affaire de Hosanna TV Monde. Et puis la mise en orbite a été l'affaire de Noël Yapi. D'ici là, portez-vous très très bien et que Dieu nous protège tous. Au revoir.